Bienvenue pour cette nouvelle exploration approfondie. Aujourd'hui, on se penche sur un document d'analyse assez dense, qui date de novembre 2025. Il dissèque Provenance Blockchain et son token, le $H. Hmm. L'objectif, il est clair, on va essayer d'extraire l'essentiel de cette source pour comprendre ce projet. C'est quoi Provenance? Sur quelle technologie ça repose? Qui l'utilise déjà? Oui, Comment fonctionne son token, le fameux $H, et puis surtout quels sont les potentiels et les risques que ce document identifie. c'est ça. Alors, ce qui frappe d'emblée, c'est assez paradoxal en fait. Provenance gère déjà un volume énorme d'actifs financiers tokenisés. La source parle de près de 15 milliards de dollars. Ah oui, quand même. Ça la place parmi les leaders mondiaux des RWA, les fameux Real World Assets, ces actifs réels sur la blockchain. Exactement. Et c'est là le paradoxe, son token H reste hyper discret, presque confidentiel. C'est vrai. C'est ce décalage qu'on va essayer de comprendre ensemble. D'accord. Alors pour commencer, plantons un peu le décor. C'est quoi Provenance exactement et elle opère sur quel marché? Alors, Provenance, c'est une blockchain publique. Une Layer 1, comme on dit. Sa spécificité, c'est qu'elle est vraiment dédiée à la finance institutionnelle et à la tokenisation d'actifs réels, les RWA. D'accord. Et le potentiel de ce marché, les estimations citées dans le document donnent le tournis. Franchement, on parle de 16 000 milliards de dollars d'actifs illiquides qui pourraient être tokenisés d'ici 2030. 16 000 milliards. Voire 30 000 milliards d'ici 2034. C'est énorme. 30 000 milliards. Amif, les chiffres sont juste fous. Et Provenance, elle arrive à tirer son épingle du jeu dans ce secteur qui est naissant mais déjà hyper convoité. Absolument. Elle vise clairement les gros poissons. Banques, gestionnaires de fonds, fintech. Et d'après le document, elle pèse déjà lourd en termes d'actifs hébergés. Ah oui? Mi-2025, elle gérait environ 15,5 milliards de dollars d'actifs tokenisés sur sa chaîne. C'est considérable. 15 milliards et demi. Oui, ça la placerait juste derrière Ethereum sur ce créneau très spécifique des RWA et loin devant d'autres genre Centrifuge ou Polymesh si on se fie aux données de la source. D'accord. Et puis, le contexte aide, hein. La hausse des taux, la recherche d'efficacité dans la finance, tout ça, ça pousse le narratif RWA. Oui, logique. Concrètement, qu'est-ce que Provenance apporte à une banque, par exemple, qui la pousserait à utiliser sa techno plutôt qu'une autre? Eh bien, elle leur fournit une solution presque clé en main pour tout le cycle de vie de l'actif tokenisé. La création, l'enregistrement, l'échange, le règlement, tout y est. Hmm. Imagine un prêt immobilier qui devient NFT ou des parts de fonds gérées avec des tokens spéciaux, les markers. D'accord. L'avantage principal mis en avant, c'est l'économie. Une réduction vraiment drastique des coûts opérationnels. Le document parle de 100, 150 points de base d'économie possible sur la titrisation. Ah oui, c'est énorme pour eux ça. Carrément. Et un gain de temps spectaculaire. Des règlements qui prenaient des semaines, là, ça peut se faire en quelques heures. Le genre d'argument qui fait mouche dans la finance tradie, j'imagine. Mais techniquement, qu'est-ce qui la rend si adaptée à leurs exigences? Elles sont souvent très hautes, non? En sécurité, en conformité. C'est là qu'on voit que c'est bien pensé pour eux. Il y a plusieurs points clés. Premièrement, les frais de transaction. Oui, Ils sont fixes, prévisibles et libellés en dollars. Même s'ils sont payés en H, le calcul est en dollars. Ça change tout par rapport à la volatilité du gaz qu'on voit ailleurs. C'est un cauchemar en moins pour leur budget. ah oui, je vois. Fini les mauvaises surprises. Exactement. Deuxièmement, la finalité des transactions. Elle est quasi instantanée et surtout irréversible. Une fois que c'est confirmé, c'est gravé dans le marbre. Pour des règlements financiers, c'est non négociable. Absolument. Troisièmement, et ça c'est crucial, la conformité. Elle est intégrée directement au niveau du protocole. Il y a des modules pour gérer les permissions, qui a le droit de faire quoi, et ces fameux marqueurs. Les marqueurs, oui. En gros, chaque marqueur, c'est comme une boîte numérique intelligente pour l'actif, avec ses règles de conformité intégrées. Malin. Et enfin, pour que ce soit plus facile à adopter, il y a une filiale Provence Labs. Elle propose une interface logicielle, un SaaS, Asset Manager, qui simplifie la gestion pour les institutions qui sont peut-être moins tech. C'est pensé pour être plus digeste, disons, pour la finance classique qu'une blockchain généraliste. D'accord. Une approche vraiment sur mesure, donc. Hmm. J'imagine que ça implique des choix techniques spécifiques sous le capot. Elle est construite comment, cette blockchain Provenance? Alors, elle repose sur des bases techniques qui sont assez connues et éprouvées dans l'écosystème crypto. C'est le Cosmos SDK et le consensus Tendermint. Ah oui, Cosmos. Voilà. Le Cosmos SDK, c'est un peu la boîte à outils populaire pour construire des blockchains indépendantes, mais qui peuvent se parler entre elles. Et Tendermint, c'est le moteur de consensus basé sur le PBFT,
Il assure la finalité rapide des blocs. La source parle d'environ 4 secondes. Et la sécurité. Ok. Cette base technique lui donne les avantages de l'écosystème Cosmos, l'interopérabilité potentielle avec d'autres chaînes Cosmos via le protocole IBC Mhm. et la sécurité via le proof of stake. Le document dit qu'il y a plus de 70 validateurs actifs en ce moment. D'accord. En plus de ça, Provenance a développé ses propres modules. Le module marqueur, dont on parlait pour gérer les actifs et leurs contraintes, et un module groupe pour les comptes collectifs, ce qui est super important pour les processus financiers complexes à plusieurs. Logique. Les smart contracts sont possibles via CosmoWAS, mais attention, point important, pas de compatibilité native avec l'EVM d'Ethereum. Ah, d'accord. Pas d'EVM. Et performance et sécurité? Les donneurs de la guerre pour la finance. Qu'est-ce que la source nous dit là-dessus? Provenance tient la route? Alors, sur la performance, la chaîne peut gérer plusieurs centaines de transactions par seconde. Pour l'instant, c'est suffisant, vu que l'utilisation est encore modeste. Environ 1,4 million de transactions sur tout le T2 2025. Hmm. Les frais, on l'a dit, sont bas et stables, quelques centimes de dollars par transaction payés en HI. Et un point technique intéressant que le document soulève, ce système de frais fixe plus le consensus BFT, ça rend quasi impossible le front-running et la MEV. Ah oui, sa manipulation de transactions. Exactement, c'est un gros problème sur d'autres chaînes, là c'est quasiment éliminé, c'est un vrai plus pour la finance. Clairement. Et côté sécurité? Elle profite de la réputation de solidité du Cosmos SDK. L'équipe interne a l'air vigilante, ils ont trouvé et corrigé un bug sur le testnet. Les mises à jour passent par une gouvernance on-chain et surtout, le document insiste, aucun hack majeur, aucune perte de fonds rapportée publiquement depuis le lancement en 2021. Bon, le bilan technique a l'air plutôt solide alors. Mais, il y a toujours un mais, hein. Le document pointe quand même des zones d'ombre, des points de vigilance. Effectivement, il y a des bémols, et ils sont importants. Le premier, c'est qu'il n'y a pas d'audit de sécurité externe publié et connu. Ça, c'est un peu léger, non? Oui, c'est devenu un standard attendu dans le milieu pour rassurer tout le monde. L'autre point majeur, qui était une grosse inquiétude, c'était la centralisation au début. Mi-2024, Figure Corp, le fondateur, Oui. contrôlait une part énorme des tokens $H, genre 58%, et aussi une grosse partie du staking. Ça posait un risque théorique sur la gouvernance, la neutralité de la chaîne. Oui, un risque non négligeable pour une infrastructure qui se veut décentralisée. Tout à fait. Mais le document note que des mesures ont été prises en 2025 pour corriger ça. Figure a transféré une bonne partie de ses tokens, 40% de ce qu'ils avaient au départ, à la Fondation Provenance, qui est une entité indépendante. D'accord, un geste fort. Oui. Et cette fondation a commencé à déléguer une partie de ses propres tokens, 2,41 milliards de H OT1 2025, à des validateurs externes, pour améliorer la décentralisation du staking. C'est mieux donc. C'est un pas dans la bonne direction, c'est sûr. Même si la concentration reste un sujet à suivre de près. Et enfin, il y a la dépendance technique aux évolutions du Cosmos SDK, forcément. Ok, je vois. Donc, techno pensée pour les instits, quelques points de vigilance sur les audits et la centralisation, même si ça s'améliore. Mais alors, qui utilise vraiment Provenance aujourd'hui? Est-ce que les institutions sont là? On a des exemples concrets dans le document. Oui, et c'est là qu'on voit que ce n'est pas juste de la théorie. L'adoption est réelle. Les utilisateurs, c'est principalement des institutions financières et des fintechs. Le document donne plusieurs exemples concrets. Vas-y. Alors UT, des prêteurs hypothécaires et de crédit. Figura, le fondateur, a utilisé Provenance pour gérer ou tracer plus de 4 milliards de dollars de ses propres prêts LEIC tokenisés. 4 milliards. Rien que ça. Des gestionnaires de fonds d'investissement privés. Plus de 16 fonds étaient déjà tokenisés sur la chaîne en 2023. Des banques et des coopératives de crédit via le consortium USDF pour un stablecoin adossé à des dépôts bancaires. Mhm. Et même des assureurs. Le document cite Infineo, qui a tokenisé des polices d'assurance vie sur Provenance. Apparemment, c'était une première mondiale. Une première mondiale. Carrément. Et au-delà de ces exemples, les chiffres globaux, ils confirment cette traction? Oui, les chiffres du document montrent une croissance continue. Au T2 2025, la chaîne a géré environ 1,4 million de transactions. Le cumul dépasse les 9 millions depuis le lancement. Pas mal. Fin juin 2025, il y avait presque 323 600 actifs financiers uniques tokenisés. C'est plus 48% sur un an. Belle croissance. Et la fameuse TVL, RWA, la valeur totale de ces actifs réels sur la chaîne, elle atteignit environ 15 milliards et demi de dollars.
en hausse de 37% sur un an. 15 milliards et demi, on y revient. C'est solide. Oui, et environ 53 600 adresses actives. Et puis, il y a ce signe de reconnaissance qui compte beaucoup dans la finance tradie. Lequel? L'agence de notation S&P a donné sa note maximale, triple A, à une opération de titrisation faite par figure sur provenance. Attends, une note triple A de S&P pour une titrisation sur blockchain. Ça, c'est un signal hyper fort pour la finance traditionnelle, non? Ça donne une sacrée légitimité. Exactement, c'est un marqueur de confiance important. Mais comment Provenance a réussi à attirer ces acteurs, au-delà de figures qui est un peu jugée partie au départ? Bonne question. L'impulsion initiale, c'est clair, elle vient de figure qui a amorcé la pompe avec ses propres activités. C'était vital pour prouver que ça marchait. Logique. Ensuite, la Fondation Provenance a pris le relais pour le développement commercial. En mode B2B classique, démarchage, partenariat stratégique avec d'autres plateformes de l'écosystème, Cordial, Sonarverse, Range sont cités. Ok. Le lancement de Provlabs en 2024, avec sa solution SaaS, ça a aussi aidé à embarquer plus facilement de nouveaux clients. Et puis, il y a l'effet réseau qui commence à jouer. C'est-à-dire? Plus il y a d'institutions et d'actifs sur la chaîne, plus elle devient attractive pour les autres. Et une fois qu'une institution a mis ses actifs sur provenance, c'est compliqué et coûteux d'en sortir. Ça crée une certaine rétention. D'accord. Je vois. La plateforme semble donc bien réelle, en croissance. Venons-en maintenant au cœur du réacteur pour beaucoup, le token $H. On a vu que la plateforme cartonne en termes d'actifs, mais le token reste discret. Il sert à quoi au juste dans cet écosystème? Alors, le $H, il a trois rôles principaux d'après le document. Premièrement, c'est la monnaie pour payer les frais de transaction sur le réseau. Mhm. Même si le calcul est en dollars, le paiement se fait en $H. Ok. Deuxièmement, on l'utilise pour sécuriser le réseau via le staking. Les détenteurs délèguent leur $H à des validateurs, reçoivent des récompenses et participent au consensus Proof of Stake. Classique. Et troisièmement, ils donnent le droit de vote pour la gouvernance on-chain pour décider des évolutions du protocole. L'offre totale est fixe, 100 milliards de tokens, tous créés au lancement. Payer les frais, sécuriser, gouverner. Bon, c'est assez standard. Mais qu'est-ce qui est censé faire monter la valeur du hash si la plateforme continue de grossir? Le document décrit un mécanisme un peu particulier, non? Oui, et c'est peut-être l'aspect le plus intrigant de la tokenomie de provenance. Ils ont mis en place un système de capture de valeur assez original. Raconte. Alors, voilà comment ça marche, d'après la source. 40% de tous les frais collectés sur le réseau, qui peuvent être en hash ou d'autres actifs s'il y a des échanges, sont envoyés vers une sorte de place de marché interne à la blockchain. Une marketplace on-chain. C'est ça. Et sur cette marketplace, ces frais accumulés sont mis aux enchères. Et c'est là que le hash intervient. Les détenteurs de hash peuvent utiliser leurs tokens pour enchérir et acheter ces flux de revenus, ces frais collectés. D'accord. Et le point crucial, c'est que les achats dépensés par les gagnants des enchères sont détruits, brûlés. Ils disparaissent pour toujours. Ah, un mécanisme de burn. Exactement. Un système de buy and burn. Plus il y a d'activité sur la chaîne, plus il y a de frais, donc plus d'enchères, donc plus de demandes pour le achat pour participer, et plus l'offre totale de achat diminue. Théoriquement, c'est un cercle vertueux. Et les 60% restants des frais? Ils sont distribués aux validateurs et à ceux qui stakent leur achat. Sur le papier, c'est plutôt malin comme système pour lier la valeur du token à l'activité de la plateforme. Mais alors, pourquoi le token est si discret? Il doit bien y avoir des problèmes majeurs pointés dans le document qui contrebalancent ça. Exactement. C'est là que le BAT blesse sérieusement d'après l'analyse. Deux problèmes majeurs sont identifiés. L'inflation et la concentration des tokens. Aïe. L'inflation, oui. Au début, le Solage n'avait pas d'inflation. Mais le taux de staking, le pourcentage de tokens utilisés pour sécuriser le réseau, était très bas. C'est un risque pour la sécurité. Ok. Du coup, pour inciter les gens à staker, ils ont voté une réforme majeure en mars 2025. Ils ont introduit une inflation dynamique. Dynamique. C'est-à-dire? Ça veut dire que le taux d'inflation annuel varie selon le taux de staking. S'il dépasse 60%, l'inflation tombe à 1%. Mais s'il est très bas, elle peut exploser, potentiellement au-delà de 50% par an. 50%. Oui. Or, au moment de l'analyse, au T3 2025, le staking était autour de 15%. Seulement 15%. Voilà. Donc ça implique une inflation annuelle réelle très, très élevée,
Le document estime qu'elle pourrait être supérieure à 30%. C'est une incitation énorme à stacker pour pas être diluée, mais c'est aussi une pression vendeuse terrible et une dilution massive pour ceux qui ne stackent pas. Ouf. Et la concentration? Ben, même après le transfert de tokens de Figure à la fondation, ça reste très concentré. Figure aurait encore environ 34% en mi-2025, la fondation environ 29%. Le top 10 des adresses contrôlerait toujours plus de 80% de tous les hashes. Plus de 80% dans le top 10. Oui, pour éviter que le prix s'effondre si ces gros porteurs vendaient tout d'un coup, ils ont mis un blocage, un lock-up de 4 ans en mai 2025 sur une partie de leurs tokens, 3,5 à 4 milliards de hash selon la source. Ok, ça limite les dégâts à court terme. Ça limite, mais ça ne change pas le fond du problème. Le free float, la part des tokens qui est vraiment dispo et échangeable sur le marché, est minuscule. Le document l'estime à seulement 9,5% de l'offre totale environ. Bon sang. Donc, si je résume ce point crucial, on a une mécanique de token qui pourrait être super intéressante avec le burn, mais elle est complètement écrasée aujourd'hui par une inflation dingue à cause du faible staking, C'est ça? et une offre disponible sur le marché quasi inexistante à cause de la concentration et des blocages. C'est bien ça? C'est exactement le paradoxe que le document met en lumière. Le potentiel de capture de valeur, il est là, sur le papier, mais il est totalement inopérant pour l'instant. La liquidité sur les marchés secondaires est proche de zéro. Moins de 10 000 dollars de volume par jour sur le DEX Osmosis, c'est mentionné. Du coup, il y a une déconnexion totale entre la valeur de la plateforme, les 15,5 milliards de TVL, et la valorisation du token Dollar Wash sur le marché. Hmm. Les revenus que le protocole génère sont encore trop bas, environ 3,4 millions de dollars par an au T225. Comparé à la valo théorique totale, la FDV, ça donne un ratio FDV-revenu supérieur à 800. C'est énorme. Ça montre que le marché ne valorise pas encore du tout l'activité réelle. Creusons un peu ces revenus et les indicateurs clés, les KPI, que le document suggère de suivre pour voir si ça bouge. D'où viennent les revenus actuels et où est le vrai potentiel? Alors, les revenus actuels, même s'ils ont doublé en un an, c'est surtout les frais fixes de base, les blue fees, comme ils disent dans le doc. C'est ce qu'on paie pour enregistrer et gérer les actifs sur la chaîne. D'accord. Transactions, genre les échanges d'actifs tokenisés, les remboursements de prêts faits on-chain. Ah, l'activité de marché secondaire. Exactement. Pour l'instant, ces frais sont très faibles parce qu'il y a très peu de cette activité sur provenance même. Le take rate du protocole, le ratio revenu sur TVL, était minuscule en 2024, genre 0,017%. Oui, c'est faible. Mais les projections évoquées dans la source montrent que si cette activité de transaction décolle, les revenus pourraient exploser. Un scénario de base parle de 15 millions de dollars par an et un scénario optimiste de 200 millions de dollars par an d'ici quelques années. De 3,4 millions à 15 ou même 200 millions. Oui, c'est là que ça se joue. Le document propose justement un tableau de bord pour suivre ça. Quels sont les indicateurs les plus importants à voir à l'œil? La source en liste 6 principaux, avec leur valeur au T2 2025 et leur tendance. Premier 1, la TVL, RWV, 15,5 milliards de dollars, plus 37% sur un an. Ça mesure l'adoption de la plateforme. Le ratio market cap DVL est bas, autour de 0,20. Ça pourrait indiquer une sous-évaluation. Hmm. Ensuite, Deuxième? les revenus annualisés. Environ 3,4 millions de dollars, plus 100% sur un an. Ça reflète l'usage payant réel. Mais le ratio FDV-revenu est à 882x, toujours très élevé. Il faut que ça baisse. D'accord. Troisième indicateur, Troisième, le nombre d'actifs tokenisés. 323 600, plus 48% sur un an. Ça montre la croissance brute de l'activité d'enregistrement. ok, Quatrième, le taux de staking. Environ 15%, stable ou en légère hausse. Ça, c'est l'indicateur le plus critique à court terme à cause de l'inflation. Il faut absolument qu'il monte, qu'il dépasse 30%, 50%, idéalement l'objectif de 60%, pour calmer la dilution. crucial, oui. Cinquième indicateur, 5. Le taux de burn. Environ 0,05% de l'offre brûlée par an. C'est calculé sur les 12,3 millions de hash brûlés au T2 2025. C'est dérisoire face à l'inflation actuelle. Ça mesure si le mécanisme de capture de valeur fonctionne vraiment. très faible pour l'instant. Et le dernier, 6. Le free float liquidable. Estimé à environ 0,5% de l'offre débloquée chaque mois. Ça représente une pression vendeuse potentielle constante sur un marché qui n'est pas liquide du tout. À surveiller de près.
Ok, donc si on suit ces chiffres, on devrait pouvoir sentir si le projet prend le bon chemin. Par exemple, une forte hausse de la TVL était des revenus, combinée à une augmentation sérieuse du taux de staking et du taux de burn, ce serait un très bon signal. Exactement. La TVL seule, ça suffit pas. Il faut qu'elle se transforme en revenus, surtout les black fees. Le taux de staking, c'est vital pour l'inflation. Et le taux de burn, ça montre si la machine à créer de la valeur pour le token fonctionne. Compris. Le document suggère aussi de surveiller un truc pas listé explicitement mais qui est super important, le volume des transactions de règlement on-chain. Si ce volume se met à accélérer, genre plus 50% d'un trimestre à l'autre, ce serait un signe très fort que l'activité de marché secondaire démarre enfin. D'accord, c'est très clair. Faisons la synthèse maintenant. D'après ce document, quels sont les plus gros risques qui pèsent sur HH? Et à l'inverse, qu'est-ce qui pourrait être un catalyseur et réveiller ce géant endormi? Alors, les risques, les red flags identifiés, ils sont assez clairs. D'abord, la concentration du pouvoir et des tokens qui reste forte chez Figure et la fondation, même si ça s'améliore. Oui, Ensuite, l'incertitude réglementaire. Le statut du token HS n'est pas clair. Est-ce que c'est une security pour les régulateurs US? C'est un risque majeur. le flou habituel, Voilà. Troisièmement, la liquidité quasi nulle du token. Ça empêche une découverte de prix correcte et ça rend l'investissement difficile et risqué. c'est clair. Il y a aussi la dépendance au succès de Provlabs pour attirer de nouveaux clients et diversifier un peu au-delà de Figure. La concurrence, bien sûr, d'autres L1, RWA ou des consortiums bancaires avec leur propre plateforme privée. Logique. Et enfin, toute la complexité juridique de la tokenisation d'actifs réels. Ça peut freiner l'adoption. La liste des risques est conséquente. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qui pourrait changer la donne et déclencher une réévaluation positive? Les catalyseurs. Oui, les catalyseurs potentiels sont aussi bien identifiés. Le premier, c'est un peu le Graal pour beaucoup de tokens. Un listing sur une grosse plateforme d'échange centralisée, Coinbase, Binance. Ah oui, ça changerait tout pour la liquidité. Exactement. La source pense que ça pourrait arriver courant 2026, après la fin du lock-up des insiders. Ça apporterait enfin de la liquidité. Intéressant. Quoi d'autre? L'annonce d'un partenariat stratégique avec une très grosse institution financière. Un gestionnaire d'actifs du top 10 mondial, une grande banque systémique. Ce serait une validation énorme. Oui, ça marquerait les esprits. Ensuite, une accélération franche et nette des indicateurs clés. Une croissance trimestrielle de plus 50% des volumes ou des revenus Black Fees, ça serait difficile à ignorer. Mhm. Un environnement réglementaire qui s'éclaircit et devient plus favorable au RWA, aux US et en Europe. Et enfin, une amélioration nette du taux de staking. S'il passe les 30% ou 50%, ça réduirait l'inflation et ça montrerait que la confiance revient. D'accord. Le document conclut sur un verdict de watchlist, une liste de surveillance. Comment on interprète ça en termes de stratégie? Ça ne sonne pas comme un acheter tout de suite, j'imagine. Pas du tout, non. Watchlist, ça suggère la prudence, la patience. Le document ne recommande pas d'investir massivement tout de suite, vu les risques actuels, inflation, liquidité, concentration. Ok. Quelle stratégie alors? Et très progressivement, des petites positions en HH. Si possible, sur les plateformes où il est dispo, Figure Market si on est éligible ou le DEX Osmosis. Mais en étant très conscient du risque de faible liquidité. Hmm, petite touche. Voilà. Staker la quasi-totalité de ce qu'on achète immédiatement pour contrer l'inflation galopante et participer à un minimum à la gouvernance et la sécurité. Indispensable vu l'inflation. Exactement. Définir des conditions claires, des triggers, basées sur les catalyseurs et les KPI pour éventuellement augmenter la position de manière significative. Par exemple, listing majeur ET et liquidité suffisante ou croissance forte et confirmée des revenus et du burn. Attendre les preuves en somme. C'est ça. Gérer le risque, limiter l'exposition initiale 1-2% du portefeuille, c'est suggéré, et suivre de très près l'actu réglementaire et les publications de la Fondation. Avoir un horizon de temps long, 24 mois ou plus, ce n'est pas un pari court terme. Patience. Et bien sûr, suivre les KPIs clés chaque trimestre. Très clair. Alors, si on devait résumer l'essentiel de cette exploration, basée sur ce document source, d'un côté, on a une plateforme Proven Blockchain qui est techniquement solide, conçue spécifiquement pour ce marché RWA en plein boom, et qui a déjà réussi à attirer des milliards d'actifs et des non institutionnels. Ça, c'est quand même assez rare pour être souligné. Tout à fait. La traction au niveau de la plateforme, elle est indéniable, elle est impressionnante pour un projet blockchain. Mais, de l'autre côté,
On a son token natif, le H, qui semble complètement déconnecté de ce succès. Oui. Il est plombé par des problèmes structurels majeurs. Une liquidité inexistante, une inflation très élevée qui dilue à mort ceux qui ne stakent pas, et une concentration qui, même si elle se réduit, reste préoccupante. Le potentiel semble donc bien réel, mais il est comme entravé par des freins très concrets au niveau du token lui-même. Oui, c'est ça qui rend l'équation risquée en rendement intéressante et potentiellement asymétrique. Si les problèmes du token sont résolus, l'inflation maîtrisée, la liquidité qui arrive et que la croissance de la plateforme continue et se traduit en revenus, alors le potentiel de hausse pourrait être significatif. Hmm. D'où l'image du géant endormi. Beaucoup de puissance sous le capot, mais pour l'instant, au point mort sur le marché des tokens. Quelle serait la pensée finale, la question clé à garder en tête pour suivre ce projet? Le document met vraiment le doigt sur un point fondamental. Le succès futur de Provenance, et donc de son token $H, ça dépendra de sa capacité à évoluer. Elle doit passer du statut de simple registre numérique super performant pour les actifs tokenisés Oui. à celui de véritable place de marché. Un endroit où ces actifs peuvent s'échanger de manière fluide, liquide. Pour l'instant, elle enregistre les actifs, mais ne bouge pas beaucoup sur la chaîne. D'accord. Donc, la question clé, c'est est-ce que cette liquidité secondaire, cette activité de transaction, va enfin émerger sur Provenance, même? Si la réponse est oui, alors les mécanismes de capture de valeur du $H, notamment ce fameux burn via les enchères de frais, pourraient enfin s'enclencher et avoir un impact réel sur l'offre et la demande du token. C'est probablement là que se trouve le